Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Oui? C'est parfait. Oui, parfait. Donc, merci en fait d'être là pour écouter en fait le détail de notre offre à l'international. En fait, j'ai fait un petit zoom sur l'offre dans son intégralité. Alors, assez rapidement, je vous rassure, pour laisser ensuite la place à Balthazar Boyer qui va vous parler spécifiquement en fait de la Chine. Donc, je voulais mettre en lumière en fait un programme Sirena. Donc, c'est un programme qui est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et qui, comme son nom l'indique, stratégie internationale régionale des écosystèmes de Nouvelle-Aquitaine, permet d'accompagner essentiellement des entreprises pour les faciliter l'export. Donc, Alpha RLH est lauréat de ce programme depuis un certain nombre d'années. Et donc là, je fais le zoom sur les destinations qui concernent nos adhérents. Donc, en Asie, la Chine, c'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui. Le Japon, avec la Corée du Sud et Singapour. Et également USA et Canada. Donc là, vous avez les cibles principales en fait sur lesquelles Alpha RLH apporte son soutien en fait aux adhérents. Dans le cadre de ce programme Sirena, nous nous positionnons avec nos adhérents sur des salons internationaux qui intéressent nos filières et pour lesquels nos adhérents peuvent bénéficier en fait d'une subvention à hauteur de 50%. Mais je mentionne également en fait le dispositif 360 Export, donc qui a été mis en place avec un, deux, trois teams France Export de la région de Nouvelle-Aquitaine, qui permet en fait d'accompagner les adhérents sur un parcours complet, c'est-à-dire que c'est pas uniquement en fait la subvention qui est intéressante, c'est aussi le soutien en amont et en aval de la participation au salon. Donc ça c'est vraiment important. Là le pôle Alpha RLH fait le relais avec les équipes régionales du 1, 2, 3 France Export. Nous avons aussi un volet projet collaboratif européen où là nous informons, nous incitons et nous aidons au montage en fait nos adhérents. Donc ça c'est un volet en fait qui a tendance à prendre de l'ampleur et également sur le plan plutôt informatif et visibilité, nous avons une page vitrine LinkedIn, donc j'espère que vous êtes tous connectés à cette page-là pour avoir des informations qui sont plus spécifiquement liées à l'international. Donc, nous ne travaillons pas seuls à l'international sur ces sujets-là. En fait, nous nous entourons de spécialistes et d'experts. Donc, le groupe Altios qui vient de nous rejoindre sur le volet USA, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Je mentionne aussi la CCI France-Japon sur le territoire japonais. Réseau Way pour le Canada. Tout ça également aussi avec Business France, donc les institutionnels ou les organismes en fait institutionnels français, donc les CCI et Business France. Je mentionne également Japan Center avec qui nous avons tissé des liens nombreux et là on voit bien effectivement le lien entre des projets européens et puis la cible japonaise. Donc voilà, l'Europe en fait a aujourd'hui de très bonnes relations avec le Japon et nous comptons bien en fait en profiter. Donc c'est ce qui nous a permis en fait dans le cadre de nos projets européens d'organiser plusieurs expéditions, learning expéditions sur ce territoire-là et nous y retournons d'ailleurs la semaine prochaine dans un cadre précis de petits projets dans le domaine de l'industrie culturelle et créative. Et puis, donc, les bénéficiaires qui sont essentiellement adhérents du pôle Alpha RLH, donc principalement en région et principalement des PME. Alors, avant de passer la parole à Balthazar, je voulais mentionner effectivement que la Chine, enfin le territoire chinois et l'animation que fait Balthazar dans le cadre de ce projet, de ce programme Sirena est vraiment une success story. Donc, plus de 11 ans d'accompagnement, donc 3 implantations en fait dans la ville de Wuhan, avec plus de 15 000 visiteurs sur les pages Chine en fait du site web de Balthazar et au total, en fait, on va dire 40 sociétés qui ont été accompagnées. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Balthazar qui va nous expliquer un petit peu de l'interculturalité en fait en Chine dans le cadre du business. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran et lui laisser la parole. Ok. Merci Isabelle pour cette introduction. À moi de partager. Alors, attendez. Ok. Oups. C'est parfait.
Ok. Est-ce Ouais, ton qu'on est écran, bien? Ouais, c'est bon. Parfait. Ah, impeccable. Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Aujourd'hui, je vais partager dans les grandes lignes ma méthode de base pour appréhender un nouveau marché technologique en Chine, plus ou moins lié à l'optique ou aux hyperfréquences. Donc, on n'est pas nombreux. David l'a déjà dit en introduction. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je précise mon propos, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, le premier élément que je voulais aborder, c'était de ne pas sous-estimer la dimension culturelle. Dans toutes les success stories que j'évoquerai en fin de présentation, le dénominateur commun, c'est un peu une certaine sensibilité envers une autre culture. Donc, je vais commencer avec quelques notions culturelles qui sont, à mon sens, indispensables à maîtriser pour votre futur voyage d'affaires en Chine. OK. Donc, le confucianisme a modelé les mœurs et les esprits un peu comme l'ont fait les religions chez nous. Donc, les codes et leurs interprétations peuvent parfois nous surprendre. L'un des fondements du confucianisme, c'est le concept du yin et du yang, ces forces opposées en perpétuel mouvement. Vous le savez peut-être déjà, mais une bonne illustration de ce concept, c'est le mot crise en chinois, qui s'écrit en accolant le mot danger, wei, au mot opportunité, ji, formant ainsi le mot crise, weiji. Donc, pour les Chinois, les crises sont des opportunités, et inversement. Cette ambivalence est présente partout dans la philosophie chinoise et se retrouve naturellement dans le monde des affaires. Aussi, on parle beaucoup de face dans les affaires en Chine. Perdre ou donner la face. On donne la face à quelqu'un parce qu'on espère un retour. Cela peut signifier je te rends un service, donc tu m'en devras un. Ou encore, demandez-moi quelque chose, car j'aurai également une requête à vous faire. C'est comme ça qu'on se fait un réseau. Le réseau en Chine, ça s'appelle le guanxi. C'est un terme fondamental dans la culture d'entreprise qui illustre l'importance des relations personnelles. Et il y a une idée de solidarité et d'entraide mutuelle derrière ce mot. Donc, première astuce pour donner la face en Chine, lors des repas d'affaires, on ne boit jamais seul. Il faut trinquer en commençant avec le patron. C'est généralement celui qui est assis en face de la porte de sortie. Et ensuite, on trinque avec le plus de personnes possible, en veillant à ce que votre verre soit à la même hauteur que celui avec qui vous trinquez. Vous remarquerez, ils positionnent systématiquement leur verre en dessous du vôtre. C'est une manière subtile de vous montrer du respect. C'est une façon de donner la face. Bon, si vous faites l'effort de maintenir votre verre au même niveau que celui de votre interlocuteur, il le remarquera systématiquement. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. Pour les femmes ou ceux qui ne boivent pas d'alcool, la même règle s'applique. Ce qui compte, ce n'est pas ce que contient votre verre, mais l'acte de trinquer. Les enfants trinquent aussi pendant les repas de famille, et en Chine, on trinque même avec un verre d'eau. Pour ceux qui boivent de l'alcool, n'oubliez pas que la quantité d'alcool que vous consommez est un peu un baromètre de l'amitié. Donc, je disais que le guanxi est un réseau qui se base sur l'entraide mutuelle. Donc, n'hésitez pas à rendre des petits services. Ils vous le rendront. Rédiger une lettre d'invitation pour les aider à obtenir un visa d'affaires ou leur offrir du vin, cela rapporte des points de face, si je peux dire. Petite précision, les cadeaux s'offrent toujours par paire et sont donnés aux plus hauts responsables hiérarchiques. Une fois que vous avez accumulé suffisamment de points, vous pouvez leur demander à peu près tout ce que vous voulez. C'est une affaire sérieuse. Si vous leur demandez d'acheter des composants pour vous ou de réserver un stand, à minima, ils essaieront de vous faire bénéficier du tarif domestique. Donc, quelques économies. Prenons l'exemple de certains distributeurs chinois avec leurs clients, qui sont les universités et les instituts. Certains distributeurs en font tellement pour obtenir des commandes qu'ils se sont transformés en véritables babysitters, en allant chercher à l'école les enfants de leurs clients. Vraiment, j'en connais. Et les professeurs se sentent donc obligés de passer par eux pour l'achat de matériel. C'est pour cette raison que si vous souhaitez entrer chez un client spécifique, il faut identifier le bon partenaire. Ça peut sembler une évidence, mais je tiens à souligner que certains distributeurs sont quasiment incontournables, tout comme certains commerciaux, plus indépendants, peuvent être tout aussi efficaces. Il faut donc les connaître. La vente en Chine, c'est un art, et cet art peut prendre plusieurs formes.
J'apprécie particulièrement l'état d'esprit inculqué par des formateurs dans certaines sociétés. Je vais vous donner un exemple. Ils demandent aux futurs commerciaux de se concentrer sur un seul client, de le suivre du matin au soir et de l'accompagner dans sa routine quotidienne jusqu'à ce qu'il finisse par craquer et passer commande pour avoir la paix. Bon, c'est là que ça devient intéressant. Le lendemain, le commercial est de retour auprès de son client, expliquant qu'il prend soin de lui parce que c'est son seul client. Vous voyez où je vais en venir? Le commercial le lâchera seulement après que ce dernier lui ait donné les coordonnées d'une nouvelle cible. Avant d'arriver en Chine, il vous faut aussi comprendre pourquoi les Chinois jouent tant au mahjong. Vous connaissez ce jeu chinois. Déjà, c'est un jeu qui se joue à 4. Et surtout, on y parie de l'argent. Du coup, ça permet de faire exprès de perdre, c'est-à-dire de faire gagner de l'argent à celui avec qui vous voulez approfondir vos liens. Bon, ce sont des exemples un peu anecdotiques, mais c'est juste pour appuyer sur la nécessité d'être ouvert d'esprit. Bon, je viens de vous faire économiser le coût d'une formation commerciale. Vous me devez donc un service. C'est comme ça. On est un peu forcé, on force un peu la main des fois en Chine. Donc, ce que je veux dire, c'est que plutôt de vous lancer vous-même dans les ventes, vous avez compris, je conseille de prendre le temps d'identifier les canaux qui vous conviennent. Et même après avoir identifié le bon partenaire, les difficultés finiront toujours par surgir. Comme on dit dans les affaires comme en amour, rien n'est acquis. Que ce soit une panne de matériel, une intégration difficile ou une spécification qui n'est pas au rendez-vous, les Chinois tentent généralement à transformer une situation délicate en une opportunité. On l'a déjà vu avec le mot crise. Souvent, ils chercheront à tirer parti de ces obstacles pour renforcer le relationnel, par exemple. Ainsi, si vous rencontrez des problèmes avec un partenaire chinois, pas de panique. Pour eux, affronter les difficultés fait partie de la normalité. Lorsqu'ils vous contactent avec un souci, répondez-leur. Même si c'est simplement pour gagner du temps, maintenir la communication aura toujours des effets bénéfiques à long terme. Je me permets ce rappel parce que j'ai vu des Français disparaître à des moments critiques pour ensuite se demander 2 ans plus tard pourquoi les concurrents allemands récupéraient toutes les commandes. Les produits allemands, eux aussi, ont des défauts tôt ou tard, mais eux font face aux problèmes. Et faire face, ça équivaut à donner la face. Et un jour ou l'autre, cela se traduira par un retour positif sous forme de nouvelles commandes. Donc, nous, on est sur place et on est régulièrement appelé pour aller temporiser ici ou là. Le simple fait d'être présent a un impact positif. Après ce côté culturel, enfin cette introduction au côté culturel, le second élément que je vais introduire, c'est la dimension géographique dans les affaires. La Chine a une superficie 17 fois supérieure à celle de la France. Heureusement pour nous, la majorité des activités qui nous intéressent sont concentrées dans une région représentant seulement 8 ou 9 fois la taille de la France si on exclut l'ouest du pays, largement désertique et montagneux. Donc, il est intéressant de rappeler que l'ensemble des industries en Chine s'inscrivent dans une organisation géographique du territoire. Une bonne compréhension de l'histoire du développement des technologies en Chine et de son agenda politique vous donnera des indications précieuses sur les régions à cibler pour la vente ou le sourcing. Pour aller plus loin, il est utile de suivre de près qui publie, qui dépose les brevets, qui répond aux appels d'offres, avec quel produit et pour quel montant. C'est un moyen parmi d'autres pour cartographier le marché. Sans prêter une attention suffisante à cette dimension-là, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Dans cette dimension géographique, un de nos principes de base est d'avoir une vision à 1 ou 2 ans des salons pertinents, ce qui aide considérablement à faire des choix. En outre, être représenté sur des événements par quelqu'un qui parle un bon chinois apporte une réelle valeur ajoutée. Cela offre non seulement une visibilité accrue, mais aussi des contacts précieux. Et si vous me demandez d'organiser une semaine de rendez-vous avant ou après le salon, votre mission va prendre une autre dimension. Cette année, on a battu notre record de distance parcourue avec un représentant de la société d'ISP System. On a fait 5000 km en une semaine avec des meetings tous les jours. Là, c'était vraiment de la haute couture en termes d'organisation, sans compter la traduction, le suivi, etc. Donc, en haut à gauche, c'est une photo du salon Laser World of Photonics à Shanghai en mars dernier. On le fait tous les ans.
La semaine dernière, j'étais sur le salon CIOE à Shenzhen. Je n'ai pas eu le temps de mettre les photos sur cette présentation. C'est un salon qui est devenu incontournable dans le secteur de l'optique et des télécommunications. J'y vais avec des missions confiées par nos partenaires. On fait entre 2 et 5 salons par an en moyenne, des fois plus, des fois moins, en fonction des besoins de nos adhérents. On est aussi régulièrement invité aux événements de la communauté, je dirais, des séminaires, des inaugurations et même des événements sportifs. C'est la photo de droite. Fin août, c'était un tournoi de tennis de table organisé à Xi'an par un investisseur chinois qui finance plusieurs sociétés d'optique. Notre résultat a été très honorable. Le pôle et ses membres ont été à l'honneur pendant cet événement. Bon, c'est un clin d'œil. Idem sur le web chinois. On essaie de vous faire gagner un maximum de visibilité à coût réduit. Pour être bien référencé sur les moteurs de recherche, les entreprises ont des postes à temps plein dédiés à cette activité de SEO, Search Engine Optimization. Nous, pour l'instant, on a une démarche plutôt basique avec notre site en chinois, notre compte WeChat et nos publications quotidiennes sur différentes plateformes. Et on obtient des résultats plutôt satisfaisants avec nos petits moyens. C'est hyper important. Les Chinois sont des geeks, ils sont hyper connectés. La dimension géographique inclut également la proximité relationnelle. J'ai souvent été témoin de retournements décisifs après des visites chez les fournisseurs. Nos adhérents me sollicitent régulièrement pour effectuer des visites, des audits ou simplement pour entretenir le contact avec leurs partenaires chinois. En Occident, on sous-estime beaucoup l'importance qu'a pris la notion de service en Chine. Ici, le service commence par une présence physique. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, moi, je suis ici. Et donc, cette photo, récemment, on a finalisé une belle collaboration avec un grand centre de recherche français pour un projet de sourcing. De l'appel d'offres de la matière première à la livraison en passant par l'usinage, on a été leur interface Chine pour cette partie du projet. Voilà, c'est une photo de la partie de la livraison qui arrive en France. Le troisième volet de cette présentation, c'est que les Chinois ont une forte culture du produit importé. Et il est intéressant de voir comment en tirer profit. Pendant longtemps, les consommateurs chinois avaient peu confiance dans leurs produits, en particulier dans les technologies. Bon, bien sûr, cela est en train de changer, ça évolue. Mais la préférence pour l'importation reste marquée. Et pour presque tout produit, vous trouverez une alternative étrangère. Ça s'applique aux médicaments que vous prescrit le médecin jusqu'aux solutions plus technologiques dans l'optique ou les hyperfréquences. Le client chinois a toujours un œil sur la version étrangère de ce qui l'intéresse. Faisons un test. Donc, imaginez 3 produits presque identiques avec un produit bon marché, un produit à prix moyen et un produit importé, plus cher donc. D'après vous, lequel sera choisi par un consommateur chinois? Alors, je grossis un peu le trait, mais les Chinois, eux, écartent immédiatement le produit le moins cher. Ils n'ont pas confiance et ils feront leur choix entre les deux autres. Bon, c'est juste pour illustrer la méfiance qu'ils ont envers le pas cher et surtout l'appétence qu'ils ont pour les marques étrangères. J'y reviendrai. En tout cas, tout ça va plutôt dans notre sens, en général, puisque la vocation première du service Mission Chine est d'aider nos entreprises à gagner des parts de marché à l'export. Ces statistiques montrent une relative stabilité des importations chinoises de composants liés au circuit intégré depuis 1 an et demi. Un point important à rappeler, c'est que si on dresse le profil médian ou le profil moyen d'une entreprise membre du pôle Alpha RLH, on obtient une PME technologique qui réalise entre 60 et 90% de son chiffre d'affaires à l'export, parfois même plus. En y regardant de plus près, on constate qu'en moyenne, pour ces entreprises, la Chine représente entre 1/5 et 1/4 des exportations. Autant dire que c'est un marché non négligeable. Ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, les entreprises européennes et américaines connaissent une tendance stable. En revanche, pour les PME françaises, il semble que la part que représente la Chine dans leurs exports soit en baisse. Donc, pour simplifier, si vous faites beaucoup d'exports et que la Chine, que le marché chinois représente une part négligeable dans vos résultats, il y a potentiellement des parts de marché à aller chercher. En tout cas, ça mérite une analyse. Parmi les phénomènes relativement récents
je constate de plus en plus d'acteurs occidentaux qui revendent à des clients chinois des produits chinois après avoir été reconditionnés, améliorés ou complétés. C'est une autre façon de capitaliser sur leur attrait particulier pour les marques étrangères. Bon, après, c'est vrai que le contexte mondial actuel est marqué par un refroidissement, des restrictions, des barrières douanières, voire même des embargos. Cependant, une chose est sûre, les Chinois préfèrent la guerre économique à la guerre militaire. Ils préfèrent aussi l'histoire avec un grand H à la politique. Ils regrettent que la politique vienne s'immiscer dans leur commerce. Donc, éviter avec les Chinois les discussions politiques et préférer les sujets historiques. Pour eux, le business, c'est la paix, en fait. De toute façon, ce n'est pas une crise qui va détourner les Chinois des marques étrangères. Ils se souviennent trop bien de la période de renfermement de la Chine sous Mao, qui a causé un retard technologique. Ils ont mis plus de 20 ans à rattraper. Dans le passé, on a souvent constaté que la meilleure façon d'inciter la Chine à développer sa propre technologie était de lui imposer un embargo sur celle-ci, en lui interdisant l'importation. On a l'exemple récent des machines de lithographie en extrême UV de la société ASML. Huawei a créé la surprise en équipant tous les nouveaux smartphones chinois avec ses processeurs de 7 nanomètres. Généralement, les secteurs et technologies soumis à des restrictions deviennent des priorités pour les autorités chinoises qui déploient des efforts considérables pour surmonter leur indépendance. Il reste encore de nombreux secteurs où ils n'ont pas complètement rattrapé leur retard et beaucoup d'entreprises étrangères voient cela comme, beaucoup d'entreprises étrangères voient cela comme des opportunités d'en tirer profit. Ils préfèrent en tirer profit en les accompagnant plutôt qu'en les poussant à développer une technologie concurrente. On se fait beaucoup de nœuds au cerveau en France sur ces questions et je vous garantis que dans d'autres pays européens ou aux États-Unis, ils se prennent moins la tête. Business is business. Je l'ai encore vu récemment avec un appel d'offres rédigé spécialement pour une société française qui s'est retirée au final au profit d'un concurrent américain. Bon, bien sûr, il faut avancer prudemment en mettant des garde-fous, en rendant visite à ses clients et en suivant de près leurs progrès. Cela permet également de leur proposer des projets pilotes en leur vendant une nouvelle génération de produits mieux adaptés à leurs progrès. De toute façon, si vous ne le faites pas, la concurrence le fait. Ou pire, les Chinois finiront par développer eux-mêmes leur propre technologie. Bon, bien entendu, cela dépend des secteurs, mais vous voyez, vous avez compris ce que je veux dire. Enfin, j'espère. Et je tiens à rappeler que protéger nos partenaires est une de nos priorités. Si nous identifions un risque, vous serez immédiatement informés. D'ailleurs, nos adhérents vous le confirmeront aussi, si vous avez des contacts. Alors, vous savez, en Chine, la copie est considérée en quelque sorte comme la rançon du succès. Le succès est une vague qui surfe, et quand la vague est au rendez-vous, les surfeurs ne sont jamais loin. Donc, quand la taille du marché est suffisamment importante, des produits concurrents font leur apparition. Hans Laser, par exemple, le numéro 1 chinois de la machine laser, a débuté son ascension avec une copie d'un scanner allemand de chez Scanlab. La plupart du temps, il ne s'agit pas de faire une copie conforme, mais plutôt de faire un équivalent moins performant et surtout moins cher. Cela dit, la question de la propriété intellectuelle, devenue un enjeu pour la Chine après son entrée à l'OMC en 2001, a conduit à la mise en place d'un large éventail d'outils de protection. La plupart des juristes et autres cabinets d'avocats œuvrant sur cette branche du droit s'accordent à dire que si vous prenez en compte ces questions assez tôt, il n'y a pas plus de copies ou de reverse engineering en Chine qu'ailleurs. Bon, ça peut sembler un peu contradictoire. Je viens de dire que la copie était la rançon du succès, et maintenant je vous dis qu'il n'y a pas plus de copies ici qu'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la paranoïa et il ne faut surtout pas oublier de prendre en compte ces problématiques de propriété intellectuelle dès le début. Sans transition, un mot sur quelques success stories de sociétés qu'on a accompagnées. Alors, quand Photonis, ou maintenant Exosense, a fait appel à nous en 2016, il ne faisait plus rien en Chine.
J'ai relancé les activités de capteurs pour la spectrométrie de masse et les tubes intensificateurs pour les applications dans le scientifique. Donc, on a identifié des clients, des distributeurs qui sont devenus des intégrateurs parfois, et ça a très bien marché. Il ne faut pas oublier que les distributeurs font le rêve d'avoir leur propre marque. Donc, quand ils développent une solution en intégrant vos technos, vous pouvez être sûr qu'ils déplaceront des montagnes pour les vendre. Donc, ça peut valoir le coup de bien les assister dans ça. Désormais, Photonis est une équipe à Shenzhen. On a passé le relais en 2002. Je crois qu'on peut dire que c'est un succès. On a eu aussi une belle réussite avec la société Edit Laser, il n'y a pas si longtemps. Il s'agit d'une technologie micro-ondes de Bordeaux qui permet d'optimiser le flux de charbon dans les centrales. Et donc, ça permet de faire des économies de charbon de l'ordre de 2% des besoins annuels des centrales. C'est énorme. En quelques années, ils sont devenus leaders sur ce segment. À cette époque, la croissance de leur activité en Chine a explosé. Depuis, ils ont été rachetés par le groupe CFM et je ne sais plus trop où ils en font. L'histoire de Cordouan Technologies mérite également d'être mentionnée. Cette société développe des analyseurs laser de nanoparticules utilisés aussi bien dans la pharmacopée pour caractériser des solutions liquides ou dans l'industrie des cosmétiques. C'est une des rares PME du pôle dont un investisseur chinois est entré au capital. Et je ne connais pas tous les détails, mais l'entreprise est toujours basée à Bordeaux et poursuit son développement dans de bonnes conditions, va-t-on dire. Un mot sur Femtoeasy. Ils font des systèmes de mesure pour les lasers ultra-fast, pour qui nous avons généré la première vente en Chine. C'est important que les premières ventes se passent bien. Ça conditionne la suite souvent. Et puis, on a eu une belle référence avec la gestion d'un projet consistant à acheter du fer pur, à le faire usiner pour une antenne du CNRS, le laboratoire LP2I. C'était un projet de recherche internationale lié à l'observation de neutrinos. On nous demande de faire un peu d'assistance pour du sourcing de temps à autre, de la recherche de composants, de la recherche de matières premières ou de la recherche de services multiples, de coating, d'usinage, etc. À la base, ce n'est pas la vocation du service Mission Chine, mais au final, si ça permet de faire gagner quelques gains de compétitivité, on est ravis de pouvoir aider. Et enfin, je termine avec les sociétés Prana et Innoveos, les seules sociétés du monde des hyperfréquences qui se sont appuyées sur nous pendant quelques années pour des activités de prospection, de recherche de matériaux un peu spécifiques, utilisés notamment dans les communications. Voilà, j'aurais pu aussi vous parler d'Amplitude ou de Cantel Lumibird, avec qui tout a commencé, ou encore d'I2S, pour qui nous avons fait de très belles choses sur des domaines variés, allant du terahertz à la digitalisation, en passant par la vision sous-marine. Voilà à peu près ce que je voulais dire en introduction aujourd'hui. Si vous souhaitez qu'on regarde un peu ce qu'on peut faire pour vous, n'hésitez pas à nous donner quelques pistes. On vous dira si on se sent compétent ou non pour vous aider.